Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute des Héros Anonymes. Cette semaine, ce sont deux hommes qui sont en vedette de cet épisode. Souvent, lorsqu'on fait des démarches pour aller en quête de gens invités à ce micro, lorsqu'on dit le titre de l'émission, ils nous disent souvent « on n'est pas des héros, on n'est pas des héros ». Et vous allez voir que l'humilité, ça fait toujours partie du bagage de ces gens qui ont un cœur extraordinaire et qui, ce cœur-là, le mettent à l'ouvrage. Souvent, ils nous disent que les gens pour qui ils travaillent, ce sont eux les héros. Et les héros, cette semaine, ce sont des personnes qui se battent pour faire respecter leurs droits. Ce sont des personnes qui luttent contre la pauvreté, qui malheureusement affecte de plus en plus de Québécois, qu'ils soient travailleurs, chômeurs ou sans emploi. Ces gens, ils peuvent compter sur le soutien de l'Astuce du Saguenay, un organisme de défense des droits des sans-emploi, d'entraide et de lutte à la pauvreté. L'Astuce est également au service de travailleurs qui subissent des injustices ou qui doivent composer avec une décision discutable de leur employeur. Pour en discuter, je recevrai le coordonnateur Sylvain Bergeron, militant de longue date pour la défense des droits collectifs. En première partie, nous discuterons de l'approche de la justice alternative avec le directeur général de l'organisme Le Trajet, Christian Favreau. Le Trajet donne l'occasion à des jeunes qui ont commis des actes criminels de réparer les torts qu'ils ont causés, que ce soit auprès de la personne elle-même ou via des travaux bénévoles dans un organisme sans but lucratif avec lequel ils sont jumelés. Cette approche vise à déjudiciariser les jeunes qui sont capables de prendre conscience de l'impact de leurs méfaits. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui n'ont pas nécessairement cette capacité? Y a-t-il moyen de susciter chez eux cette prise de conscience pour les amener à réparer leurs torts? C'est une approche vraiment intéressante, très, très humaine et dans la prévention que nous entendrons à ce micro. Donc, une courte pause, le temps d'installer notre invité en studio et on aborde ensemble cette approche qui mise sur la prise de conscience et l'empathie. Christian Favreau dirige Le Trajet, un organisme qui favorise la résolution de conflits et la réparation des torts causés. Bonjour Christian. Bonjour. Bien, d'abord, j'ai envie de comprendre quelle est la différence entre la justice alternative et la justice réparatrice. Je vous pose la question parce que peut-être comme plusieurs auditeurs, j'ai beaucoup apprécié l'émission Mea Culpa sur les ondes d'ici.tv où on présente un type de médiation. Donc, je voulais voir si vous vous inscrivez dans ce genre de courant-là où on a l'occasion justement de réparer les torts causés. Oui, tout à fait. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié l'émission. Ça mettait vraiment en présence des moments de médiation qui font partie, évidemment, de la justice réparatrice, qui est beaucoup plus large que strictement la médiation. Et c'est un peu le parallèle que je voulais faire avec la justice alternative. Nous faisons aussi justice réparatrice, mais on veut se garder également une porte ouverte pour l'alternative qui est en devenir. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans plusieurs années? On ne le sait pas, mais on veut rester ouvert et ne pas se limiter à la justice réparatrice. Et dans les faits, on ne fait pas que de la justice réparatrice dans les actions qu'on mène. Je vous dirais, on a comme deux grands volets
qu'on fait à Trajet, c'est le suivi de jeunes qui ont commis des délits et qui doivent faire des mesures de réparation. Et on a aussi développé avec les années, suite à notre expérience en médiation, un service au bénéfice de la collectivité plus large, pas strictement les jeunes contrevenants, mais qui est un service de médiation citoyenne. On aura l'occasion de creuser à travers tout ça, d'aller vraiment dans le détail de ces services. Donc, j'entends, quand on dit justice alternative, c'est qu'on est un peu un rempart à un autre type de justice qui serait quoi, plus punitive? Oui, la justice punitive, la justice rétributive, en fait, qui est une justice Qu'est-ce que c'est? Qui existait avant. Donc, on doit payer ce qu'on a fait. Et quand on regarde l'évolution avec les années, il y a vraiment des choses qui se faisaient. Puis il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein. La peine de mort existe encore dans certains pays. Ouais. Par chance, pas au Canada. Mais voilà, avec les années, la justice alternative est venue au monde en disant, ben écoute, il y a d'autres choses qu'il faudrait tenter. Et si je regarde même avec les jeunes contrevenants, il y a pas longtemps, c'était la loi sur les jeunes délinquants. Après, il y a eu la loi sur les jeunes contrevenants. Maintenant, la LSJPA. Je le dis tout de suite parce que peut-être que ça va se glisser dans l'entrevue. C'est la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Alors, qui est une loi qui a été beaucoup influencée aussi par ce qui se fait au Québec, qui s'était développée avec les années sous la loi sur les jeunes contrevenants, où on a voulu offrir de la déjudiciarisation. Donc, de permettre à des jeunes de ne pas être stigmatisés par le tribunal, par des gestes qui ont été posés, et de leur permettre de réparer les gestes dans la communauté. Et c'est de là qu'est venue, en fait, la possibilité qui, maintenant, est généralement acceptée et qui fonctionne très bien, de faire des travaux bénévoles au bénéfice de la collectivité. Et ça se fait autant dans des dossiers qui sont déjudiciarisés, donc avant que le jeune passe au tribunal, que dans des dossiers qui sont judiciarisés. Donc, une fois qu'on est passé au tribunal et qu'on reçoit une ordonnance du juge qui va nous obliger de faire un certain quantum d'heures dans un délai X. Et tout ça, c'est géré par les aspects de droit, évidemment, quand on passe au tribunal. Dans la déjudiciarisation, on parle beaucoup plus d'engagement du jeune. Alors, il y aura donc une évaluation qui va être faite par des gens. Avant, on appelait ça les centres jeunesse. Maintenant, c'est les CIUS. Et puis, je ne sais pas, bientôt, il va falloir appeler ça Santé Québec. Mais enfin, je ne vais pas m'enfarger là-dedans. Je vais parler des centres jeunesse. Je pense que tout le monde va se retrouver là-dedans. Alors, donc, des délégués à la jeunesse qui reçoivent leur pouvoir d'intervenir par la directrice provinciale ou le directeur provincial, qui est en fait au Québec la même personne qui occupe le rôle de DPJ. Directeur de protection de la jeunesse, directeur provincial, c'est la même personne. Donc, les délégués à jeunesse agissent au nom du DP et DPJ pour évaluer la situation du jeune. Okay. On parlait de ne pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. Oui. Je vais quand même vous demander quelques définitions de termes qu'on a entendus avec lesquels je suis moins familière, peut-être nos auditeurs aussi. Quand on parle de justice rétributive, oui. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, c'est de retourner, en fait, ce qu'on a fait, le tort qu'on a causé. Et souvent, par les années passées, c'était on va te causer les mêmes torts. Hein? Alors, t'as volé, on va te voler. On va te voler quoi, ta liberté? Oui, il y avait des trucs. Puis si on regarde dans le passé, c'était une justice qui pouvait parfois être très revendicatrice par rapport aux délits qui étaient causés. C'est sûr que si on recule dans l'histoire ou dans d'autres cultures, on pourrait élargir beaucoup la discussion. Mais j'entends donc payer nos torts, retourner. Mais la notion de réparer, il y a une subtilité là-dedans. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Oui, en fait, il faut se mettre dans un autre biais, de voir que les torts qui ont été causés, la meilleure personne pour évaluer les torts qui ont été causés, c'est la victime. Elle-même. Alors, quand on est en justice punitive, si on ne considère pas la victime, elle est utilisée dans le système strictement pour montrer une preuve qu'il y a eu un tort qui a été causé, il y a un délit qui a été causé, on ne va pas considérer la victime
sur les puis malheureusement, torts. on entre dans tous les aspects légaux, je suis désolée de le dire, là, mais dans un peu un petit bal des avocats où finalement, on peut discréditer selon l'habileté ou les preuves et autres qui, finalement, on reconnaît plus du tout les histoires dont on parle et on est loin de ce qui s'est passé entre deux êtres humains. Oui, de ce que la victime a vécu. Oui. Et la justice réparatrice, elle vient là-dedans. De dire, on va considérer la victime, on va prendre en considération les torts qui lui ont été causés et cette victime-là a le droit à obtenir une réparation. Et c'est là où on va mettre les gens en présence, si c'est possible, évidemment. Les médiations qui se font dans le cadre de la justice réparatrice se font toujours dans un cas où les deux parties sont prêts à le faire. Donc, il y a comme une reconnaissance de responsabilité par le jeune qui a commis le délit et de la victime qui souhaite obtenir des réponses, qui souhaite éclaircir la situation, de se réapproprier une partie de pouvoir sur cette situation-là et d'obtenir réparation. Et c'est ça qui est intéressant dans la médiation, dans la justice réparatrice, de permettre à ces deux gens-là qui ont vécu un conflit, en quelque part, et de leur permettre d'échanger et de trouver ensemble une solution qui sied bien aux deux parties. Est-ce qu'il y a des types de délits qui s'y prêtent davantage ou c'est plus des types de personnalités où là, on en est dans notre vie? Parce que, on peut passer de « je voudrais qu'il paye pour ce qu'il m'a fait » à « je veux passer à autre chose et je suis prêt à entendre des excuses ». Oui. Mais dans les faits, il y a toutes sortes d'affaires. Hein? L'approche qu'on a, nous, c'est une approche individuelle, individualisée aussi, où chaque dossier que nous recevons, on va rencontrer les personnes et on va les écouter. Et on va leur permettre de parler aussi. Alors, quand le jeune reconnaît sa responsabilité et qui est prêt à s'engager dans un processus d'échange avec la victime, il le fait de façon volontaire. Quand on parle des dossiers de sanctions extrajudiciaires, donc pour revenir à ce que je disais tantôt, les dossiers qui sont déjudiciarisés, on va donc permettre à ce jeune-là de reconnaître sa responsabilité, de pouvoir le nommer devant la victime et d'entendre ce que la victime a vécu. Alors, pour un jeune, c'est la façon la plus directe et la plus simple, la plus facile à comprendre de dire « j'ai causé du tort à une personne, je la vois, elle m'explique ce qu'elle a vécu et ensemble, on trouve un terrain d'entente pour que je puisse réparer les torts que j'ai causés. » Et c'est ça qui est intéressant parce que les torts ne sont pas définis par le tribunal, sont définis par ce que la victime a vécu. Je vais vous donner un exemple bien concret. L'exemple d'une femme dont le jeune aurait pu... ça va être peut-être un peu morbide, mon exemple, en fait. Qui aurait pu maltraiter le chat de la voisine parce qu'il l'aime pas pour différentes raisons. Ben, dans Mea Culpa, il y avait une histoire de chien dans le genre, là. Voilà. Fait que vous voyez, exactement, c'est vrai, ça me revient. Mais pour la victime, ça pourrait être pour banal, tu sais, faites mal à mon chat, ça passe. Mais pour d'autres, le chat est le cœur de leur vie. Oui. Alors, vous imaginez que les torts n'auront pas la même répercussion de la même manière. Mais dans la justice classique... C'est un tort, un chat, voilà, et ça vient de finir. Alors que la victime ne va pas nommer aux jeunes l'impact que ça a eu. Ça permet aux jeunes de saisir aussi la portée de son geste. Et là, de peut-être comprendre ce que la victime va demander. L'autre aspect qui est intéressant, c'est de voir comment les victimes, avec un type de délit, peuvent réagir de différentes façons. J'ai déjà eu un dossier où des jeunes avaient arraché, ça fait quelques années quand même, c'est une mode, ils avaient arraché les sigles d'auto, les logos de marques de voitures. Comme ceux qui font ça avec les... BMW, Volkswagen et compagnie. Avec les Tesla en ce moment. Ben voilà. Et il y avait 3 victimes qui s'étaient montrées... Écoute, dans les faits, il y avait à peu près 15 victimes dans ce dossier-là. On a convoqué les 15. Il y en a 3 qui ont voulu aller jusqu'au bout du processus de médiation. Et il y avait 2 jeunes qui étaient impliqués là-dedans. Alors, les 3 victimes sont entendues avec les jeunes. Il y a eu un échange qui était très, très intéressant d'ailleurs. Mais pour chacune des victimes, la conclusion était différente. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui était médecin qui disait la portée de votre geste, là, ça fait que j'ai dû déplacer des rendez-vous de personnes qui étaient malades. Et ça, c'est grave. Alors, j'aimerais que vous répariez auprès de ces gens-là. Ben, juste pour être sûr, je comprenne, comment le fait qu'on a enlevé... il a dû s'absenter pour aller au poste de police. Oui, d'accord. Des choses comme ça. Alors, lui, c'était comme, bon,
moi, je souhaiterais que vous... Ça a un effet papillon beaucoup plus large que simplement... arracher le logo de la voiture. Mm-hmm. L'autre monsieur qui était propriétaire de sa voiture est un monsieur qui dit, écoutez, moi, j'ai été jeune, j'en ai fait des mauvais coups. Moi, là, qui aille acheter un nouveau logo et qui vienne le reposer sur ma voiture. Lui, il voulait donc que les jeunes assument financièrement l'achat d'un nouveau logo et qu'ils viennent l'installer sur sa voiture. Et il dit, vous me faites signe, quand ils sont prêts, je les accueille, je leur montre mon auto, ils me réparent ça, tout ça. La troisième victime était une dame qui, elle, déménageait et elle quittait Montréal. Elle a demandé aux jeunes, j'aimerais ça que vous veniez chez nous faire le ménage avant de partir. Je veux pas laisser mon logement. Fait que vous voyez, une même situation, mais avec un dénouement totalement différent dans les trois situations. Ça, je trouve que c'est un exemple très significatif de où est-ce que ça peut mener. Les dénouements, les échanges de la médiation sont parfois très surprenants et on ne pourrait pas penser à ce type de dénouement-là dans les médiations. On va faire une courte pause, Christian, et on poursuit notre entretien tout de suite après. Merci. De retour en studio avec notre invité, Christian Favreau, directeur général de l'organisme Le Trajet, qui exerce dans une approche vraiment intéressante, la justice alternative. Donc, en première partie, on a mis un peu la table pour comprendre en quoi cette approche-là est différente de l'approche judiciaire classique. Maintenant, Christian, j'aimerais vous entendre vraiment un peu plus concrètement sur les mandats du Trajet. Oui. En fait, avec les années... Trajet est un vieil organisme communautaire. On a plus de 40 ans d'existence. Alors, notre expérience est tablée sur plus de 40 ans d'expérimentation. Oui, et d'évolution au fil des ans. D'évolution, autant des idées, de la pensée, de la criminologie aussi. Ce qui fait qu'au tout début, on ne faisait que des travaux bénévoles. Donc, les jeunes... l'historique, c'est des jeunes criminologues, je crois, qui ont proposé cette idée-là. Exactement, oui. C'était des étudiantes en criminologie qui, dans le cadre de leur fin d'études, ont dit « Ah, ça pourrait être intéressant d'explorer d'autres façons de traiter les jeunes délinquants. » Qu'on appelait jeunes délinquants à l'époque, évidemment. Le vocable a changé, maintenant on appelle ça jeune contrevenant. C'est une question aussi que j'ai aussi de qu'est-ce que ça veut dire, cette différence-là entre délinquant et contrevenant? En fait, je pense que c'est l'étiquetage qu'on donne aux jeunes aussi. Et encore aujourd'hui, quand on parle d'un jeune délinquant, on voit... le petit bum, là. Oui, puis c'est plus grave, un délinquant. Un contrevenant, on dit, ah, OK, mais je trouve que l'aspect être une histoire. Mineur... On pourrait voir des questions de tickets de stationnement. C'est vrai. Ouais. Alors, c'est donc développé après ça, des stigmatisés, c'est ça. Alors, on a donc développé la réalisation de travaux bénévoles en regardant, est-ce que c'est possible pour ces jeunes-là de réparer en effectuant des travaux auprès de la communauté? Qui est la communauté? Bon, on a dit, écoute, il ne faut pas que ça serve, faut pas que ça serve à des individus, mais que ça serve à la collectivité. Alors, les organismes à but non lucratif représentent exactement ce que c'est. Alors, il y a donc eu un travail qui a été fait d'identifier les organismes qui seraient prêts à accueillir des jeunes dans le cadre de leurs activités qui pourraient permettre aux jeunes, donc, de normaliser leur situation en effectuant des travaux bénévoles. Au terme du projet, il y avait une 60aine d'organismes qui étaient intéressés. Et au fil des années, ça a développé. Maintenant, on est rendu auprès de 300-350 organismes à Montréal qui collaborent avec nous de différents par secteurs. Non, tout le temps. Oui. OK. En termes de jeunes, voyez-vous, l'année dernière, on a reçu plus ou moins 800 dossiers de jeunes contrevenants. Et on a reçu aussi tous les dossiers des victimes qu'on doit contacter avant que l'évaluation se fasse. On est aux alentours de 460 victimes à qui on souhaite établir le contact. Donc, on pourrait dire à une victime que des travaux bénévoles seront faits dans la société. Donc, c'est pas nécessairement une réparation à
elle, comme ce que vous me racontiez en première partie, mais c'est d'une manière de dire les torts qui m'ont été causés à moi vont être redonnés à la collectivité. Donc, il y a quand même une forme de pas de contentement, mais d'apaisement peut-être. Mais je vais vous expliquer parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. D'accord, allez-y. Dans le cas des dossiers où le jeune est en situation d'évaluation par le centre jeunesse, on va recevoir le dossier. Notre premier mandat est de contacter les victimes, la personne victime. Cette démarche-là a 3 objectifs. Le premier objectif est de l'informer d'où est-ce que ça en est rendu. Parce que ça arrive à l'occasion que les victimes portent plainte, ils n'entendent pas parler jusqu'à ce que nous les contactions en disant « Monsieur, madame, voici, vous avez été victime de tel événement. On voulait vous tenir au courant d'où est-ce que ça en était. » La plainte a été retenue. Le jeune est en évaluation actuellement. Dans le cadre de cette évaluation-là, on souhaite prendre en compte ce que vous avez vécu. Alors, le deuxième objectif est de recueillir les informations sur les torts, les conséquences que la victime a vécues. Et le troisième objectif, c'est de voir si le jeune reconnaît sa responsabilité, qui est prêt à entreprendre des démarches de réparation auprès de vous. Êtes-vous intéressé à participer au processus? Le résultat de cette consultation victime est envoyé au délégué à la jeunesse, dont je parlais un peu plus tôt, qui va faire l'évaluation de la situation du jeune. Et là, il va avoir vraiment un portrait plus global de la situation du jeune, comment le jeune a réagi, comment il réagit à son arrestation, est-ce qu'il y a des antécédents, comment sont les parents, quelle est sa vie, comment ça va à l'école, etc. Oui, le système dans lequel il navigue pour pas que ça soit une évaluation en silo. Oui, puis de voir aussi ce jeune-là. Ça peut être le fruit, le fruit de cet environnement-là aussi. Parce que la majorité des jeunes vont il faut pas oublier que c'est des adolescents. Alors, la majorité vont tester des limites, vont aller voir des choses, veulent s'affirmer, on est en mode découverte. Alors, il y a une majorité de jeunes qui vont commettre ce délit-là, un délit, et on les reverra plus dans le système. Ils vont faire une démarche de réparation. Ça va nous rassurer. Alors, et c'est donc cette évaluation permet de vérifier où est-ce qu'en est le jeune dans son parcours. Alors donc, possibilité qu'il y ait déjudiciarisation, qu'il y ait une médiation. Maintenant, le deuxième mode de réparation, c'est la réparation envers la collectivité. Si la victime nous dit « Moi, je ne suis pas intéressé à participer au processus de médiation », on va écouter ce qu'elle souhaite comme résultat. Et là, il y en a des gens qui vont nous dire « Mais moi, je souhaiterais qu'ils puissent faire des travaux bénévoles. » C'est connu maintenant, les travaux bénévoles. Je vous le disais, ça fait 40 ans qu'on en fait. Ça fait partie du discours. Tout le monde sait de quoi on parle. Et l'autre possibilité, c'est que le jeune soit traité dans le cadre d'une démarche de sensibilisation, de réflexion, où là, on a des thèmes qui sont la plupart du temps en groupe, par exemple, sur les conséquences du vol à l'étalage, sur les délits à caractère sexuel, sur les délits avec violence. Alors, il y a différents volets comme ça qu'on offre, qui sont des mesures de sensibilisation et de réflexion qui sont offertes aux jeunes. Si le jeune, par contre, dans le cadre de l'évaluation, on s'aperçoit que le jeune est ancré dans une criminalité un peu plus solide, là, le dossier va être envoyé au tribunal. Et là, il y aura un procès, comme on connaît. Et c'est le juge qui va prendre la décision, à savoir si le jeune est coupable ou pas, et quelle sera la mesure qui va être ordonnée. Nous, à Trajet, on ne reçoit que des mesures qui se réalisent dans la communauté. Donc, on ne fait pas de mise sous garde, on ne fait pas de suivi de probation. Donc, on suit les mesures qui se déroulent dans la communauté. Est-ce que vous participez à cette évaluation-là de est-ce que le jeune prend conscience et se sensibilise à ça? Puis qu'est-ce qui fait la différence entre un jeune qui arrive à comprendre qu'il y a eu un effet en crescendo, là, comme un jeu de domino à ce qui est arrivé, versus quelqu'un qui n'arrive pas à voir qu'il a causé un tort et qui est plus dans une colère? Ça, c'est la responsabilité du délégué à la jeunesse. D'accord. La question de l'évaluation du jeune, ça relève du délégué à la jeunesse. Nous, on reçoit par la suite de notre consultation victime l'orientation, la décision qui va être prise par le délégué à la jeunesse, soit de l'orienter en médiation, en travaux bénévoles ou en dédommagement financier à la collectivité. Ça arrive qu'il y a des jeunes qui travaillent, qui ont de l'argent, et pour ne pas nuire à leur travail, à leurs études, ça va être plus simple de leur faire réparer en effectuant un don en argent à un organisme à but non lucratif. Nous, on va suivre le jeune dans cette démarche-là pour identifier une cause qui lui tient à cœur et on va
s'il ne se connaît pas d'organisme ou faire, on va l'orienter vers un organisme où il va aller rencontrer quelqu'un, savoir à quoi son don va servir. Mm-hmm. Et ça, pour nous, il y a une démarche autre que de payer une amende. Oui. Alors, il y a une démarche qu'on va lui demander de faire et de nous résumer qu'est-ce qu'il a fait comme démarche et à quoi son don va servir. Puis l'autre possibilité, comme je vous disais tantôt, c'est les mesures de sensibilisation. Donc, je comprends que ce que vous nous dites, c'est que pour la grande majorité, ça s'arrête quand même là, mais il reste qu'il y a une partie que là, ça va... parce que je me posais la question, est-ce que c'est une mesure de prévention d'éviter de judiciariser un jeune qui, peut-être au contact, en étant en prison, pourrait se radicaliser ou se durcir, puis que finalement, son comportement empire? Oui. Écoutez, il y a plein de recherches qui le démontrent, qui le prouvent, que d'envoyer un jeune qui n'est pas à ce niveau-là de délinquance, d'ancrer dans la délinquance, de l'envoyer en mise sous garde, même chez les adultes, de l'envoyer en prison, que ça risque d'avoir des effets nocifs là, auprès du jeune. Puis ce qu'on appelait avant les écoles de réforme, ça n'existe plus, ça? Non. Ben, en fait, non, ça n'existe plus du tout. En fait, c'est les centres de réadaptation, comme on connaît. À Montréal, il y a Mont-Saint-Antoine, qui est un centre de réadaptation, mais avec des mesures moins strictes que Cité des Prairies, par exemple. OK. Et Christian, qu'est-ce qui vous fait lever le matin pour cette mission-là? Ben moi, ce qui me fait lever le matin, je vais vous dire, c'est le besoin. Je pense qu'il faut continuer à miser sur ces jeunes-là. Ne pas oublier que ce sont des adolescents, pour ceux qu'on reçoit dans ce cadre-là. 2, les 350 organismes qui collaborent avec nous. C'est des gens comme vous et moi qui décident d'accueillir ces jeunes-là, de leur ouvrir leurs portes en disant... Je sais que tu as fait quelque chose qui est illégal, mais je vais t'accueillir et je vais te permettre de réparer ce que tu as réparé, sans connaître le jeune. Et moi, je trouve que c'est vraiment une bonté incroyable, là, ces gens-là qui font. Et le troisième, c'est les résultats aussi. Plus souvent qu'autrement, on constate que les jeunes vont réaliser, dans le cas des sanctions extrajudiciaires, là, on est à un taux de réussite de 80 %. Wow. Donc, les jeunes... Puis si on va en médiation, c'est encore plus élevé. On tombe dans du 90-92 %. Christian, si on veut en savoir davantage sur votre travail et vous encourager, on va sur votre site Internet? Oui, le site Web est assez... on y travaille tout le temps, le mettre à jour, mais vous allez trouver plein d'informations. Puis aussi, sur notre service de médiation citoyenne, je vais revenir là-dessus, qui est ouvert, service gratuit à la communauté, basé sur notre expérience de médiation. On a formé des gens de la communauté qui veulent être bénévoles, qui offrent leur service de médiateur. Ah, bien, c'est excellent, ça. Donc, on donne rendez-vous à nos auditeurs sur votre site Internet. Christian Favreau, directeur général de l'organisme Le Trajet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. En deuxième partie, on reçoit Sylvain Bergeron, qui est le coordonnateur de l'Astuce Saguenay. Et là, oui, moi, vous auriez peut-être tendance à l'écrire L''Astuce avec un C, mais c'est un acronyme, en fait. C'est pour le lieu d'action et de service travaillant dans l'unité avec les sans-emploi du Saguenay. Alors, qu'est-ce que l'Astuce? Moi, j'aime bien dire que c'est des gens qui ont des astuces pour aider à défendre les droits des sans-emploi. C'est un organisme qui travaille très fort pour l'entraide et la lutte à la pauvreté qui, malheureusement, croît face à des situations comme la hausse des logements et la hausse du panier d'épicerie. Nous allons discuter de tout ce que fait l'Astuce pour les gens qui en ont besoin avec Sylvain Bergeron. Bonjour, Sylvain. Oui, bonjour. Donc, quelles sont vos astuces, Sylvain? Nos astuces sont de différents niveaux. Ça dépend sur quel angle on veut en parler. En étant un organisme de défense collective des droits, c'est sûr qu'on a un mandat d'organiser des manifestations avec les membres de l'organisme et les autres prestataires et personnes en situation de précarité. Ensuite, il y a un volet légal. C'est-à-dire, je fais de l'accompagnement lorsqu'une personne a des problèmes avec l'aide sociale, le chômage, la CSST. Je les représente dans les différentes instances, comme le ferait un avocat. J'ai la formation, je suis juste pas membre du barreau. Oui. C'est ça, hein, vous aviez fait la formation, vous étiez tout près de finir le processus. Oui. Mais vous le faites à tous les jours, c'est ce que je comprends depuis.
Oui, ben, je le faisais déjà avant de faire la formation. Donc, oui, je comprends que ça fait partie de votre ADN, ce côté-là de défendre les droits, ce côté-là militant. On va parler un petit peu de votre parcours, mais ce que je comprends, c'est que l'Astuce là, a vraiment un volet de défense des droits collectifs et un volet plus d'accompagnement individuel. C'est bien ça? C'est ça. Puis entre les deux, ben, c'est tout le volet que vous avez abordé, l'entraide, l'éducation populaire. On ne fait rien. Je ne fais rien sans avoir l'opinion des membres de l'organisme. C'est des comités de travail, c'est des gens qui viennent nous conter leur situation. Et mais mettons un exemple, il y a eu un projet de loi de réforme d'aide sociale dernièrement. On a rassemblé nos membres. Et ce sont eux qui m'ont dit, nous, on le ressent comme ça. Et le mémoire qu'on a envoyé au gouvernement était basé sur le vécu des personnes. Oui, bien, je pense que c'est très cohérent quand on défend des droits collectifs de s'assurer que ce qu'on exprime est effectivement le fruit d'un message qu'on a entendu de notre collectivité. Vous êtes cohérent dans votre façon de travailler? Oui, on n'a pas le choix. Puis d'autant plus que, moi, je suis impliqué quand même depuis très longtemps à l'Astuce. J'ai eu un petit intermède où je suis allé en défense des droits des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Et le principe était le même, c'était le par et pour les personnes. Donc, je ne suis qu'un outil pour les membres de l'organisme. Oui. Et dites-moi, l'Astuce a été dans les médias récemment là, pour justement une histoire d'interprétation de l'aide sociale. Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter l'histoire pour qu'on comprenne bien un peu jusqu'où va l'intervention que l'Astuce peut faire? Oui. C'est sûr que je pourrais vous dire, on est souvent dans les médias, mais... Comme aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, mais la situation que vous nous parlez, que vous abordez, c'est l'histoire d'une jeune autiste de 20 ans qui a fait sa demande d'aide sociale et qui a été refusée parce qu'on a dit qu'elle était en vie maritale avec son copain. Alors que la situation était que ça faisait quelques mois qu'elle était là seulement. Ça faisait pas le 12 mois de cohabitation, premier critère. Mais c'était un dépannage parce que, elle avait eu de la misère avec ses parents. Donc, elle ne pouvait pas rester là pour un certain temps. Elle est allée se calmer. Donc, elle est allée vivre malheureusement, c'était son chum. Quand vous dites malheureusement, parce que ça a comme nuit un petit peu à l'évaluation... C'est ça. C'est ce que j'arrivais à dire il y a un critère de 12 mois de cohabitation. Le premier des 3 critères, c'est ça. Mais là, ça fait rien qu'une couple de mois. Donc, déjà, l'agent n'a pas écouté l'ensemble de la situation. A simplement dit, elle est allée vivre chez son chum, donc c'est la vie maritale. Et son chum avait des petits revenus de travail, ce qui faisait que ça la rendait inadmissible à l'aide sociale. Donc, j'ai tenté de parler avec l'agent, ça n'a pas marché. J'ai tenté de parler... on a tenté ce qu'on appelle un recours au pouvoir discrétionnaire de la ministre. Ça a été refusé. Fait que j'ai parlé avec une agente de la direction régionale ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a pris le temps de lire le dossier, puis elle m'a dit, il y aurait des choses à faire. Mais il y a certaines choses qu'elle ne pouvait pas faire. Ce que nous, on a décidé de faire, c'est de faire une conférence de presse avec la jeune autiste, à visage caché, parce que, elle était trop nerveuse. Et c'était à 10 heures le matin. Les médias sont repartis, mais ils ont resté jusqu'à peu près 11h30, midi, parce qu'ils me posaient toutes des questions sur vraiment comment ça marche l'histoire, les recours à l'aide sociale et tout ça. Et là, on est arrivé à 2h de l'après-midi, j'avais un appel du bureau de la ministre. On se déduit qu'il n'était pas heureux qu'on ait sorti comme ça publiquement. Mais le conseiller politique de la ministre Rouleau s'est engagé à regarder le dossier. Le lendemain matin, j'ai eu un appel de l'agente qui avait refusé le pouvoir discrétionnaire et là, elle avait changé d'idée, elle revoyait le dossier au complet. Mais c'est malheureux quand même que ça doive se déplacer sur le terrain des médias pour que ce qui est une mauvaise interprétation des critères soit corrigé. Oui, tout à fait. Et je peux vous dire que
ça ne fait que commencer. Parce que là, avec toute l'implantation du système UNIR et de l'intelligence artificielle, on commence à avoir de plus en plus d'erreurs dans les dossiers à cause de ces Donc, comme quoi l'évaluation faite par le système ne tiendrait pas compte de peut-être de certaines subtilités qui nous amèneraient à cocher la bonne case? Ben, exact. La machine, elle, va cocher une case, mais elle comprend pas l'historique et le vécu de la personne. Et les situations beaucoup plus basiques encore, c'est que avant, quand on faisait une demande d'aide sociale, ça prenait 10 à 12 jours avant que ton dossier soit réglé et que tu aies ton premier chèque. J'ai des dossiers actuellement que ça fait 2 à 3 mois que les personnes attendent leur chèque. Wow. Et donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce que c'est? C'est les banques alimentaires? C'est la famille? C'est... Exactement. Les gens vont voir leur famille, puis là, quand ils n'ont pas été isolés à cause de leur nouvelle situation, puis les banques alimentaires, quand on est capable de leur en trouver, parce que il y a quand même des limites là, par personne là, de fréquentation. Donc, on essaie de jouer avec toutes les connaissances qu'on a, les clubs Lyon, Optimistes, Richelieu. Donc, on essaie tout en attendant de régler le dossier. Puis là, c'est sûr que nous, on rencontre dans 2 semaines là, à peu près, on rencontre le ministère et c'est un sujet que je ramène encore cette fois-ci. Mais là, ça va être que là, j'en suis exaspéré et que ce sera une sortie publique à nouveau. S'ils veulent pas que ça arrive, il va falloir qu'ils règlent le problème. Oui. Bien, comment vous travaillez en amont là, pour essayer d'établir une bonne collaboration avec eux, pour éviter là, que ça devienne des enjeux publics ou on est dans une situation médiatique plus tendue avec le gouvernement. Comment vous réussissez à établir des liens pour faire en sorte là, qu'il y ait une meilleure collaboration? La première des choses, c'est qu'on essaie toujours, lorsqu'il y a une décision, on essaie d'appeler, de parler avec l'agent. Ce qui est de plus en plus difficile parce que les noms des agents ne sont plus écrits dans le bas des lettres. Donc, il faut deviner quel est l'agent. Sinon, comme j'ai abordé un peu tantôt, on a un bon contact, nous, dans la région, au niveau de la direction régionale. Il y a une agence qui est attitrée pour les dossiers comme nous. Mm-hmm. Et quand j'ai des difficultés avec un dossier, plutôt que de partir tout de suite dans les contestations judiciaires, médiatiques, je l'appelle. Et on regarde ensemble le dossier. Souvent, elle va prendre, à sort délibérée, elle va me dire, je vais aller fouiller un peu le dossier, puis je te rappelle que ça sera fait. Et souvent, on réussit à régler à ce niveau-là. Oui, parce que c'est possible qu'il y ait eu une mauvaise interprétation ou que la personne qui lui a donné les renseignements n'a pas réussi à bien communiquer son point aussi, n'étant pas... au courant peut-être comment les critères fonctionnent ou comment l'évaluation se fait. Oui, je vous dirais qu'à la blague, ce qu'on dit souvent, si tu veux avoir une réponse à l'aide sociale, il faut que tu saches déjà la réponse avant de poser ta question. Parce que on va poser une question, mais ils vont répondre à la question, mais sans essayer de voir, y a-t-il un petit peu plus loin là, dans la mauvaise compréhension du prestataire ou de la prestataire? Donc, des fois, il faut juste... questionner un peu plus pour comprendre c'est quoi là, que la personne veut savoir. Comprendre globalement, pas seulement remplir un formulaire de façon linéaire, être capable de voir l'environnement complet, parce que là, dans le cas de cette personne-là, la jeune autiste dont vous parlez, ne sachant pas que ça pouvait être qu'elle pouvait être pénalisée parce que c'était son copain, peut-être qu'elle a elle l'aurait peut-être dit autrement, mais c'était pas dans le contexte de s'installer avec lui, c'était vraiment dans un contexte de j'ai besoin d'aide, puis souvent les premières personnes qui nous aident, c'est les gens les plus proches autour de nous. Tout à fait. Puis c'est quand on discute, nous, avec d'autres personnes qui ont des problématiques, là, soit l'autisme, des choses comme ça, puis on voit que les agents sont formés, puis je ne veux pas dire les agents. Certains agents, ils ont toute la même formation, mais il y en a certains qui ne vont pas plus loin que le bout de leur nez, si vous me permettez, dans le sens où c'était une jeune autiste. En voyant dans son dossier, elle est autiste. Oui. Il faut prendre un peu plus de temps et vraiment d'aller un peu plus loin. Tu as des gens que c'est autre chose. Des gens, on voit, ils n'ont même pas fini leur primaire dans leur scolarité. Peut-être que sors pas des grands mots, reviens.
C'est un peu ça qu'on travaille. Quand tantôt, je vous ai dit, on va rencontrer le ministère dans 2 semaines. Mais c'est une des choses qu'on travaille beaucoup. Les sensibiliser à adapter l'approche. C'est ça. Même les lettres, de vulgariser les lettres qu'ils envoient aux gens. J'ai des gens qui ont même des formations puis collégiales ou universitaires qui viennent me voir. Sylvain, j'ai reçu cette lettre-là, ça veut dire quoi? Il faut que tu sois habitué à leur jargon. Puis les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont eu comme lettre. Fait que, à ce moment-là, ils peuvent avoir une coupure, puis comme ils n'ont pas compris, ils n'ont pas fait de contestation. Fait qu'ils sont pris avec, alors qu'on aurait pu régler le problème. Oui. J'ai malheureusement l'impression que c'est une situation qui se présente dans d'autres ministères, là, d'être capable de bien vulgariser pour que ce soit compris. Parce que quand on a un savoir, ça ne veut pas dire que notre savoir est compris illico de la personne à qui on s'adresse, malheureusement. Exact. Puis je peux vous répondre que vous avez raison. Moi, je travaille les dossiers d'assurance-emploi et d'accidents de travail. Donc, c'est pas compréhensible pour la majorité, le commun des mortels, disons. Oui. Bien, parlons-en des accidents de travail, parce que c'est un domaine où, depuis l'avènement des réseaux sociaux, il y a plusieurs situations où on va dire, la personne était en arrêt de travail, mais là, les agents sont allés voir, ou bien l'employeur est allé voir sur ses réseaux sociaux, puis on voit la personne en train de faire du ski nautique ou dire, je fais une marche dans la forêt, etc., où il y a une impression de fraude et autres. C'est quoi votre opinion en tant qu'organisme là, dans ce type de droit-là par rapport aux réseaux sociaux, puis qu'est-ce qu'un agent peut en interpréter? Oui. En tant que notre organisme, nous, la façon qu'on voit ça, c'est la première des choses, il faut se dire, on reconnaît que, oui, il y en a des cas de fraude, on ne le nie pas. Mm-hmm. Par contre, est-ce qu'on a vérifié plus loin que le bout de notre nez sur les réseaux sociaux? Exemple, si la personne, son problème est, elle a fait un burn-out, c'est de l'épuisement professionnel, donc c'est cérébral, c'est mental. D'aller prendre une marche en forêt, c'est peut-être juste bon pour elle, d'aller faire un ski nautique, ça ne l'empêche pas. Si elle avait un bras cassé ou elle avait un problème d'entorse au dos puis qu'elle est sur un ski nautique, je vais vous dire, vous avez raison de penser qu'elle fait de la fraude. Mais il faut toujours aller plus loin que la première impression. Oui, mais est-ce que légalement, on est tenu comme agent d'aller chercher ces informations-là? Puis en même temps, c'est sûr que si la personne les publicise par elle-même, elle s'expose un peu. Oui, non, je comprends. Pardonnez-moi, je ne vous conteste pas là-dessus. Par contre, j'espère, parce que vous avez l'air bien équipé pour contester. Oui, mais c'est juste qu'il faut regarder, quand je vous dis, il ne faut pas regarder juste la première partie d'une situation. Si c'est elle-même qui les met sur... c'est vrai qu'elle s'expose, mais généralement, c'est pas à l'agent. Tu sais. Moi, ce que je vois, là, il y a beaucoup de délais dans nos dossiers d'accident de travail parce qu'ils nous disent on est débordé. Mais si un agent a le temps d'aller fouiller ses réseaux sociaux, je comprends pourquoi que mes dossiers sont retardés quand on veut contester. Hein. Puis de votre côté, comment vous pouvez être en mesure d'identifier justement si c'est un cas de légitime ou si c'est un cas de fraude? Moi, la première affaire que je fais, c'est que je demande toujours au prestataire, OK, on va faire la contestation, mais amène-moi tous tes dossiers médicaux. On fait la contestation, puis si au pire, si je découvre que, il n'y a rien à faire, je vais dire à la personne, tu as 2 possibilités. Moi, je me désiste, et si tu veux continuer, il faut peut-être te payer un avocat. Ouais. Parce que nous, nos services sont gratuits. Maintenant, il faut que je me prenne des dossiers que j'ai au moins 51% de chance de gagner dans ma tête. Oui. Donc, c'est un peu ça qu'on fait. C'est vraiment, il faut que je regarde vraiment l'ensemble du dossier médical pour voir si ça correspond. Puis si on a des chances avec ces dossiers-là, je me fie à l'expérience que j'ai devant les tribunaux de savoir est-ce que ce type de blessure-là peut être gagné. Sylvain, je vous propose de faire une courte pause et on revient pour continuer notre entretien. Parfait.
retour au Héros Anonyme, dernier bloc de notre émission. Nous sommes avec le coordonnateur de l'Astuce, Sylvain Bergeron, qui accompagne les personnes sans emploi et également organise un peu tout ce qui est défense des droits collectifs. Sylvain, j'ai envie de vous poser peut-être, on parle d'Héros Anonymes ici, mais on s'intéresse aux gens derrière les organisations. Comment, qu'est-ce qui vous a emmené à l'Astuce? Longue. Je vais essayer de faire une histoire courte. Déjà, à mon adolescence, j'étais impliqué dans les comités ados, comités de quartier. Mm-hmm. C'est à peu près à l'époque de l'année internationale de jeunesse, où on avait écrit même un livre dans notre région. Ah, oui. Les jeunes ados, on avait écrit un petit livre de ce qu'on souhaitait comme planète et comme monde. Ensuite, l'université m'a refusé, donc je me suis mis à travailler j'ai pris une sabbatique. Pendant cette sabbatique-là, j'ai travaillé un peu et j'ai été obligé de faire de l'aide sociale. Et en faisant de l'aide sociale, là, j'ai connu l'Astuce, qui était à l'époque le regroupement des personnes de la Cité sociale de Chicoutimi. Et c'est ça, j'ai commencé à m'impliquer là en 1985 comme militant. Puis j'ai jamais quitté depuis. Là. Après ça, je me suis ramassé salarié. Puis à part la petite intermédiaire, comme je vous disais tout à l'heure, que je suis allé travailler. Mais en déficience intellectuelle, oui. Donc, je comprends que vous avez vécu de l'intérieur ce que les personnes que vous accompagnez vivent. Oui, et puis même si je ne l'avais pas connu personnellement, là, en ayant de l'aide sociale, mais j'ai été... pardonnez-moi, je m'enfarge dans mes mots. Mon père est décédé très jeune, j'étais très jeune, donc ma mère, n'ayant pas de scolarité, était à l'aide sociale, donc j'ai vécu et j'ai vu ce qu'une mère fait pour ses enfants. Là, Donc, ça m'a permis de comprendre et de voir vraiment toute la situation problématique. Puis je restais dans un quartier très ouvrier, donc je voyais les difficultés des gens, puis je les ai assimilées rapidement, puis ça m'a amené de façon naturelle vers l'Astuce. Et comment cette situation-là que vous avez vécue jeune se reflète dans votre travail quotidien? Je dirais la façon la plus simple, c'est de comprendre ce que les gens m'expliquent. Quand ils me parlent de leur vécu, là, ils commencent à vouloir aller dans les détails. Puis là, je leur dis, non, tu n'as pas besoin d'aller dans les détails. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Rentre pas dans tes émotions-là. Je veux pas te faire vivre toutes ces émotions-là. Ça me permet de protéger les gens contre les émotions et c'est intéressant ce que vous dites, protéger les gens contre les émotions. Je suis curieuse de vous entendre là-dessus. C'est que, tu sais, mettons, quelqu'un est allé voir son médecin. Compte toute son histoire. Tout obligé de tout compter en détail, il doit, excusez le terme, mais elle se met à brailler. Elle va à l'aide sociale, fait sa demande, elle doit expliquer sa situation. Même affaire encore. Oui, il y a une lourdeur là-dedans, là. C'est ça. Et là, arrive une lettre de l'aide sociale qui est négative pour elle. Bien là, quand elle va venir me voir, elle n'aura pas besoin de me conter son histoire au complet parce que je veux pas qu'elle se retrouve dans cet état émotionnel-là. Elle n'a pas à le revivre une autre fois. Et comme je connais bien aussi du fait que, oui, je l'ai connu, l'aide sociale, mais que depuis le temps que je fais des dossiers d'aide sociale, je comprends très vite. On n'a pas besoin de me conter l'histoire au complet avant de savoir c'est quoi l'histoire. Vous avez l'empathie naturelle parce que l'ayant vécu. Donc, ce que je comprends, c'est quand vous dites pas besoin de rentrer dans l'émotion, c'est que je la comprends, votre émotion, ne pas la revivre, utiliser cette énergie-là pour tenter de régler la situation, d'aller être en mode solution. C'est ça, la moduler vers le positif, cette émotion-là, plutôt que de rester dans le négatif. Dites-moi, Sylvain, cet organisme-là, l'Astuce, comment ça se compose, votre équipe? Combien vous êtes? Est-ce que vous avez des bénévoles? Là, en ce moment, on est 2 employés. On vient d'embaucher une deuxième personne. Wow! C'est vraiment... Donc, c'est ça, là, vous avez pris c'est vraiment un bâton de pèlerin que vous avez pris, là. Oui, un peu comme je dis souvent, mais les gens qui me connaissent, parce que des fois, les gens disent « Hey, Sylvain, t'es bien fâché. » Non, je suis pas fâché. Je
Je suis un passionné. Et je vis de passion. Et si on prend la description de tâche de l'artiste, puis on prend la description de ma personnalité, c'est exactement la même chose. Donc, c'est un emploi qui est fait sur mesure pour moi. Oui, bien, des fois, on dit, quelqu'un qui est fâché. Des fois, on parle simplement d'indignation face à une situation qui n'a pas de sens. Oui, c'est ça. Mais c'est juste parce que comme je suis passionné, souvent, j'élève le ton, puis je m'en rends pas compte. Puis là, les gens pensent que je suis fâché. Non, c'est juste ma passion qui m'amène là. C'est dans ce sens-là. Mais tu sais, les gens aussi, au niveau de... Ben là, je fais attention. J'essaie de faire attention le plus possible, surtout quand je suis en avant des personnes qui vivent les situations. Parce que, oui, je suis un passionné, mais faut pas que je les mette en colère non plus. Puis que non, il ne faut pas les craquer, là. C'est ça. Souvent, je vais m'amuser à dire, les gens vont me dire, ben là, il y a un beau gros mot contre l'aide sociale. Puis là, ils s'excusent. Non, si tu savais tout ce que je dis d'eux autres. Un peu, c'est pour ramener sur le terrain, là, gars, inquiète-toi pas, là, on est là pour toi. Puis quand on fait nos rencontres de groupe, c'est la même affaire. Les gens, je dis à tout le monde, vous n'avez pas besoin de vous brimer dans votre façon de dire les choses. Dites-le comme ça sort. Puis moi, je m'arrangerai pour qu'on ramène ça dans un langage plus adéquat. Mm-hmm. Puis qu'est-ce que vous pensez de notre modèle québécois là-dessus? Parce que j'étais en vacances en Amérique du Sud récemment, puis il y a beaucoup d'endroits qui n'ont même pas ce filet social-là. Puis je suis d'accord avec vous, il n'est pas très élevé. Mais est-ce que tu sais, minimalement, de s'être donné ça comme modèle, comme Québécois, qu'est-ce qu'on peut en penser si on se compare ailleurs? Oui, minimalement, en 1969, oui, c'était correct, quand a été créée l'aide sociale. Par contre, aujourd'hui, quand on regarde, puis je vais juste prendre l'exemple de la PCU. Oui, ça, c'est donc la prestation pendant la pandémie. Oui, exactement. On évaluait que ça prenait 2 000 $ par mois. Alors que l'aide sociale, c'est 800. Ah oui, hein? Je dis 800, c'est une moyenne parce que ça peut être 879, ça dépend là, de... Mais, donc il y avait une évaluation de 2 000 par mois par les instances qui ont décrété, qui ont offert la PCU, mais du côté de l'aide sociale, c'est 800. Donc, il y a un écart là, d'évaluation quand même de 1 200 par mois. Oui, mais tout à fait. C'est que le terme qu'on utilise, c'est ça, c'est que la cible qui était utilisée par les gouvernements, c'était la mesure du panier de consommation. Oui, puis là, il a augmenté beaucoup. Oui, ça, c'est le minimal. Mais on parle de 24 000 $. Donc, on se dit, écoute, si ça prend ça pour vivre, le minimum, là, pour survivre, nos prestations sociales ne sont pas assez élevées. Ce qui fait que nous, ce qu'on prône, c'est beaucoup plus. Ça dépend avec quel groupe vous allez parler. Ça peut être un revenu social, un revenu citoyenneté. C'est un revenu qui va couvrir les besoins essentiels de tout le monde. Là, souvent, on se fait dire, oui, mais parce que nous autres, on dit, ça va enlever les préjugés. Lui, c'est un maudit PS, lui, il a de l'aide sociale. Donc, mais nous, le revenu de base, ou peu importe comment on veut l'appeler, nous, on le donnerait à tout le monde. Mais les personnes les plus riches, comme ils changent de braquette d'impôt, ils leur paieraient dans la même année. Oui. Fait que je vois que du côté collectif, là, vous avez développé toutes sortes d'argumentaires. Je sais que l'astuce s'exprime aussi dans le cadre de pétitions, de mémoires. Oui. Bien sûr. Mais ces besoins-là, nous, on les amène. On prend les chiffres du gouvernement, mais les besoins sur lesquels on se base pour les expliquer, c'est ce que les gens, lorsqu'on fait des rencontres d'une Assemblée générale extraordinaire de membres, ou bien nos comités de travail, des comités d'entraide, là, à ce moment-là, on rencontre, on discute avec eux, puis là, ils nous disent, parce que nous, quand ça nous coûte ça, des fois, il y a des gens qui sont nouveaux dans la région, puis ils nous disent, oui, mais nous autres, mettons, à Montréal, ça nous coûtait tant, mais ici, ça nous coûte moins cher, ça. Oui, mais ton épicerie, elle, te coûte plus cher, t'as-tu remarqué? Oui. Ah oui, c'est vrai, parce que il y a le transport, on part du vécu des gens pour argumenter. On amène la théorie d'un revenu de base, mais
l'argumentation est basée sur le vécu des gens. Sylvain Bergeron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre organisme dont vous êtes le coordonnateur s'appelle l'Astuce. Et j'en profite pour remercier notre charmante équipe. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Et je vous invite bien sûr à réécouter nos autres épisodes sur canalem.vuesetvoix.com et sur les épisodes de Balado. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.